Vous écoutez On lit pour vous. Second texte du dossier sur la consommation d'eau du devoir des 18 et 19 juillet 2026. Le titre, Le Québec, royaume de la piscine privée. Texte signé Sébastien Tanguay. La piscine privée se porte comme un poisson dans l'eau au Québec. Il y en a plus d'un demi-million sur le territoire québécois, soit une pour 4 ménages propriétaires, ce qui est de loin la plus forte proportion en Amérique du Nord, voire dans le monde. La piscine individuelle a beau faire partie du paysage et de l'imaginaire au Québec, elle est l'héritière d'un modèle d'expansion municipale que plusieurs appellent aujourd'hui à revoir. Citation, « La piscine, c'est un peu culturel au Québec. » Fin de citation, constate Ludovic Archambault, propriétaire de Piscine Graton à Repentigny, et administrateur au sein de l'Association des commerçants de piscines au Québec. Citation, « Quand j'étais jeune, j'avais une piscine. Donc, aujourd'hui, j'en ai une à la maison pour les enfants. » Fin de citation. La conquête des étés québécois par la piscine privée permet à une partie importante de la population de trouver refuge lors des canicules qui sévissent en période estivale. Elle illustre, par contre, un manque d'infrastructures collectives, surtout dans les banlieues, qui confinent les gens à se replier dans leur propre cour. Citation, « L'étalement urbain, c'est un modèle où chacun est propriétaire d'un bout de terrain, mais où chacun se trouve aussi loin de tout. Les villes se développent sur des territoires trop grands, finissent par payer des factures d'infrastructures trop chères, puis arrivent à un point où elles sont incapables de financer l'ensemble de leurs services. Les premières infrastructures qu'elles abandonnent, ce sont celles que la population est prête à assumer de façon individuelle, comme la piscine, explique Rebecca Pétrin, directrice générale d'Eau Secours. Fin de citation. Face à un contexte budgétaire difficile, la ville de Trois-Rivières a envisagé en 2022 la fermeture de 5 piscines publiques extérieures, sur un total de 7, en raison de leur vétusté et de leur faible popularité. Le conseil municipal a reculé en raison de la mobilisation citoyenne, mais ces coupes reflètent une mentalité, selon Mme Pétrin, où la collectivité pâtit sous prétexte que, de toute façon, chacun a une piscine chez soi. Citation, « Plus il y a de gens qui ont des piscines privées, moins il y a d'usagers dans les piscines publiques. Les municipalités se disent qu'elles n'ont plus besoin d'offrir des plans d'eau à la collectivité parce que tout le monde a le sien. Mais ce n'est pas vrai. Le service privé, ce sont les gens qui ont de l'argent, qui peuvent en profiter, pendant que les autres, qui sont moins fortunés et qui habitent en appartement, tombent dans les oubliettes. C'est vraiment inéquitable. » Une catastrophe environnementale. La communauté métropolitaine de Québec cartographie depuis 2016 les piscines privées présentes sur son territoire. Ces cartes, élaborées tous les 5 ans grâce à l'intelligence artificielle et à l'imagerie aérienne, révèlent un tableau pointilliste composé par la multitude de piscines présentes dans le périmètre urbain. La dernière itération de ce visuel vu du ciel montre plusieurs quartiers où chaque cour arrière possède sa propre piscine. Ces enfilades de plans d'eau, séparés par des clôtures et à peine quelques mètres, peignent un paysage où la pauvreté des services collectifs, surtout en périphérie, saute aux yeux. Citation, « C'est une catastrophe environnementale, déplore Emmanuel Cosgrove, directeur général de l'organisme sans but lucratif Éco-Habitation. Ça demande 30 000 litres d'eau propre à remplir, dont le coût est souvent transféré à la collectivité, sans compter les produits chimiques, l'électricité, le béton ou le plastique. Seulement en énergie, une piscine va doubler la consommation moyenne d'une maison complète en été. En plus, ajoute-t-il, c'est un paquet de troubles pour la tranquillité d'esprit et pour le portefeuille. » Fin de citation. Si les propriétaires calculaient le coût de revient de chaque baignade réalisée dans l'été, ils trouveraient que, citation, «
Ça fait cher la saucette. Fin de citation, souligne M. Cosgrove. Citation. Aspirer à avoir une piscine avec une maison unifamiliale et les 2 chars dans le driveway, nous ne pouvons blâmer personne pour ça, ajoute le fondateur d'Écohabitation. Par contre, il faut que le coût de ce mode de vie-là le rende moins accessible parce qu'ultimement, c'est la collectivité qui en paie les frais. Fin de citation. Un modèle à revoir. L'administration de Bruno Marchand à Québec a récemment laissé entendre que le façonnement à l'américain des municipalités arrivait en bout de course. Citation. De grands terrains, la maison unifamiliale, un garage double avec la piscine en arrière, peut-être que ce modèle-là, dans les prochains développements, ça ne sera plus possible, indiquait au Devoir, au début du mois, l'élu responsable de l'environnement à la ville, Marie-Josée Asselin. L'étalement urbain, ce n'est pas la solution. Fin de citation. Certaines villes demandent aux propriétaires d'une piscine d'acquitter une taxe. Sherbrooke a brièvement vendu un permis à 80 $ avant d'abolir la mesure en 2025. Repentigny impose la consommation d'eau, mais il n'en coûte qu'une vingtaine de dollars pour utiliser les 30 000 litres nécessaires au remplissage d'une piscine hors terre courante. Citation. Ça ne viendra pas changer les habitudes de vie des gens, croit Rebecca Pétrin. Ce n'est pas souhaitable non plus que l'eau devienne très chère, parce qu'il y a des utilisations indispensables aux personnes. Fin de citation. En Californie, une piscine privée fait augmenter la valeur d'une propriété de 10 à 30 %, une hausse qui se chiffre en centaines, voire en milliers de dollars sur la facture de l'impôt foncier annuel. Au Québec, l'industrie tente d'enseigner les bonnes pratiques aux propriétaires. Citation. Nous essayons toujours d'aider la clientèle à prendre conscience qu'il y a 30 000 litres d'eau dans sa piscine, souligne Ludovic Archambault de l'Association des commerçants de piscines du Québec. Il ne faut pas flusher juste pour le fun de flusher. Tous les jours, nous accueillons des gens qui disent « Mon eau est verte, je vais vider ma piscine et la remplir à nouveau. » Nous les aidons à envisager d'autres solutions moins radicales et nous leur enseignons que ce n'est pas nécessaire de remplir sa piscine au complet chaque printemps. Un encadré, l'Association des commerçants en piscine du Québec estime qu'il y a plus de 500 000 piscines privées au Québec, sans compter les spas. Au total, il a fallu 15 millions de mètres cubes d'eau pour remplir ces piscines. S'il faut 30 000 litres d'eau pour en remplir une, c'est l'équivalent du lac Saint-Charles au complet, la principale source d'eau potable de la ville de Québec. Fin de ce texte du dossier sur la consommation d'eau du Devoir du 18 et 19 juillet, titré « Le Québec, royaume de la piscine privée », texte signé Sébastien Tanguay. Angine de poitrine revient sur son succès hors du commun, un texte d'Alex Nino-Guéchiou, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir. Dans un monde musical où même certains artistes bien établis peinent à vendre des billets, Angine de poitrine fait figure d'exception. Ce duo excentrique et masqué, originaire du Saguenay, fait salle comble partout dans le monde et attire des foules records lors des festivals. Et le groupe fera ses débuts à Toronto en grand avec une série de 4 concerts cette semaine. Pas mal pour un groupe qui, il y a à peine 6 mois, était pratiquement inconnu en dehors de sa ville natale. Ce genre d'ascension suscite des questions sur la possibilité d'une stratégie ou d'un plan marketing de grande envergure. Angine de poitrine assure qu'il n'en est rien. On n'a pas percé le mystère, a affirmé en riant Kin,
qui joue de la guitare à double manche lors d'une entrevue accordée plus tôt cette année. On fait ça depuis très longtemps et il se trouve que cette musique parle à beaucoup de gens. Mais on n'est pas des génies, a ajouté le batteur Kleck. On est juste deux personnes lambda qui aiment jouer ensemble et j'ai l'impression qu'on a simplement surfé sur une vague au bon moment. C'est à peu près tout. On n'y a pas réfléchi à fond. Cette explication modeste ne suffit guère à satisfaire la curiosité grandissante qui entoure ce duo anonyme qui joue un rock envoûtant, dans des costumes parsemés de pois, prétend être composé d'extraterrestres, âgé de 333 ans, et répond aux questions devant la caméra dans un patois d'un autre monde, mêlant gazouillis, cris aigus et sons gutturaux. Depuis qu'un extrait de sa prestation délicieusement bizarre pour la station de radio KEXP de Seattle est devenu viral en février 2026, Angine de poitrine a vu la demande monter en flèche. Les usines de pressage de vinyle ont accéléré la production de son dernier album, Volume 2, tandis que les spectacles de sa tournée effrénée de 2026 continuent de se produire à guichet fermé. Le prix des billets revendus dépasse les 500 $. Son concert au Festival international de jazz de Montréal en juin 2026 a attiré des dizaines de milliers de spectateurs, au point où les organisateurs ont comparé l'affluence du spectacle à celle de la prestation de Stevie Wonder en 2009. Une première partie et un concert. Le duo extraterrestre débarque à Toronto mardi avec un programme ambitieux. Il fera la première partie de Jack White à l'amphithéâtre RBC, avant de traverser la ville à toute vitesse pour se produire en tête d'affiche au Mod Club plus tard dans la soirée, le premier d'une série de 3 concerts à guichet fermé dans cette salle. Selon Steven Himmelfarb, l'agent d'Angine de poitrine, le duo a reçu de nombreuses propositions de la part d'artistes de renom souhaitant qu'il assure la première partie de leur concert, mais c'est finalement avec Jack White que les dates ont pu concorder. Jack leur avait demandé de faire la première partie et leur réaction immédiate a été « Merci de nous l'avoir proposé, mais nous avons notre propre concert à Toronto ce jour-là. » Puis, nous avons réalisé qu'il était possible de concilier les deux en espaçant simplement les horaires, a-t-il expliqué. M. Himmelfarb a reconnu que l'équipe prenait un petit risque concernant la circulation et la météo à Toronto et a ajouté qu'elle espérait que tout se passerait pour le mieux. Il n'a pas souhaité révéler quels autres artistes avaient contacté le duo, mais il a dit que beaucoup de grands noms apprécient vraiment Angine de poitrine. Parmi eux figure Shania Twain, qui a fait l'éloge du groupe québécois lors de leur passage commun dans l'émission de la BBC Later with Jules Holland en juin 2026, et Dave Grohl des Foo Fighters, qui a qualifié sa musique de « complètement dingue » lors d'une entrevue en avril 2026. M. Himmelfarb a compris que le duo avait quelque chose de spécial lorsqu'il a commencé à en entendre parler par toutes ses connaissances. Un vieil ami de l'école secondaire m'a dit « Tu as entendu parler de ces gars-là? Mon beau-frère, avec qui je ne partage pas de goûts musicaux, m'a également contacté pour me demander si j'avais entendu parler d'eux, » a raconté Steven Himmelfarb, qui a commencé à travailler avec le groupe cette année.
Et tout à coup, Dave Grohl lui fait des éloges en ligne dans un extrait qui est devenu viral. Ajoutez à cela un concert au Mod Club de Toronto qui s'est vendu à guichet fermé en 5 minutes. Et on s'est rendu compte qu'on avait affaire à une véritable fusée. De la musique, et c'est tout. Les deux trentenaires font de la musique ensemble depuis l'adolescence. Bien avant la création d'Angine de poitrine, ils avaient alterné entre rock, hip-hop et d'innombrables autres projets, expérimentant souvent avec des costumes et des mises en scène théâtrales. On fait ça depuis toujours, a déclaré Kuhn à la presse canadienne en mars, lors de la promotion de l'album Volume 2. L'objectif, je pense, a toujours été simplement de partager le plaisir que nous avons à jouer de la musique ensemble et de répondre à cet appel très personnel qui nous pousse à créer quelque chose et à le faire découvrir au public. À un moment donné, cela a tout simplement stimulé la curiosité du public plus que jamais auparavant. Leur musique est une collision vertigineuse et discordante de psychédélisme, de funk, de math rock, de jazz et même de polka que l'utilisation par Kuhn de pédales de boucle et de sa guitare basse à double manche fabriquée sur mesure, conçue pour jouer des microtons, ces notes qui existent entre les hauteurs des gammes occidentales standards, rend encore plus étrange. Angine de poitrine a lancé son premier album, Volume 1, en 2024, avant que le monde ne s'en aperçoive. Aujourd'hui, son agenda est complet jusqu'à la fin de l'année, avec des dates de tournée au Japon, à New York, à Lisbonne et à Glasgow. Si l'aspect technique fascine les musiciens, le groupe soupçonne que le public réagit à quelque chose de bien plus simple. J'apprécie de ne pas faire partie de ce monde des prises de position politiques. On se contente de faire de la musique pure et simple, ce qui est plutôt exaltant. Et tout le reste est mis de côté. On n'a pas de sexe, on n'a pas de genre, pas de sexe, a soutenu Kleck en riant. On n'a pas de langage, on n'a pas de règles, on a pratiquement éliminé tout ce qui n'est pas musical, et je pense que ça trouve un écho chez les gens. Du genre « Oh, c'est quelque chose que je peux simplement écouter, et c'est tout. » Des gens normaux. Stephen Himmelfarb explique le succès du groupe comme étant une tempête parfaite. C'est unique, c'est amusant à regarder, amusant à partager avec les gens. Musicalement, ça marche à plein régime. C'est créatif et, de ce fait, ça touche de nombreux genres musicaux et scènes différents, a-t-il déclaré. Je pense aussi qu'il fait connaître le Québec à l'échelle mondiale, ce qui n'avait que trop tardé. Malgré toute cette aura extraterrestre, Angine de poitrine a une vision plutôt terre-à-terre de son ascension. Ça sort manifestement du lot. Les boucles, la techno et les éléments baroques qu'on utilise sont assez originaux, a déclaré Kuhn. Mais il y a beaucoup de groupes qui jouent une musique très intéressante et très rafraîchissante. Il faut reconnaître que c'est l'esthétique du groupe qui nous permet de toucher facilement le public et d'attirer autant l'attention. On n'est pas du genre à se jeter des fleurs, a ajouté Kleck. On a l'impression d'être juste des gens normaux, à peu près comme tout le monde. C'était Angine de poitrine revient sur son succès hors du commun, un texte d'Alex Nino Guessiou, paru le 14 juillet 2026 dans Le Devoir.
bisbille autour d'une consultation sur la place du Vélo à Montréal. Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir. Après avoir lancé une consultation en ligne sur l'amélioration du réseau cyclable dans la métropole, la Ville de Montréal a modifié son questionnaire afin d'y inclure des choix de réponses reflétant davantage les préoccupations des automobilistes, allant même jusqu'à suggérer le retrait du réseau hivernal. La manœuvre a soulevé la colère de certains cyclistes qui y voient une volonté de l'administration d'Ensemble Montréal de donner un billet anti-vélo à la consultation. À la mi-juin 2026, la Ville avait mis en ligne un questionnaire invitant les répondants à se prononcer sur l'état du réseau cyclable et à suggérer des améliorations. Bien que plus de 1600 citoyens aient répondu au sondage, celui-ci a abruptement été retiré puis remis en ligne le 25 juin avec de nombreuses modifications. Par exemple, sur la question du réseau hivernal, le questionnaire initial évoquait des améliorations à apporter aux infrastructures. Dans la seconde version du document, l'option de retirer le réseau hivernal a été ajoutée en haut de la liste dans le choix de réponse, indique Nicolas Marcotte, un cycliste qui a décortiqué les deux versions du questionnaire. Une vingtaine de questions du premier sondage ont été retirées, mais 9 autres ont été ajoutées dans le deuxième questionnaire. Les questions additionnelles font davantage place aux problèmes de circulation automobile et de stationnement. À titre d'exemple, dans la deuxième version du questionnaire, on interroge le répondant sur les enjeux clés à considérer lors de l'implantation d'une piste cyclable, comme les effets sur la circulation automobile, sur les places de stationnement et le point de vue des commerçants. On lui demande aussi si, en cas de contrainte d'espace ou de budget, on doit prioriser la sécurité des piétons et des cyclistes, la fluidité de la circulation automobile ou la disponibilité des stationnements. Ailleurs, à la question sur l'évolution souhaitée du réseau cyclable, on suggère de maintenir le réseau actuel sans expansion ni bonification, une proposition qui n'apparaissait pas dans la première version. Le questionnaire comportait aussi une carte sur laquelle les répondants pouvaient indiquer des points et formuler des commentaires sur les différents axes et intersections. Une option de lien cyclable à retirer a été ajoutée dans la deuxième version. Une seule personne pouvait même faire des signalements à répétition, ont dénoncé des citoyens. Cette carte a été retirée lundi après que des internautes eurent signalé que le nom et l'adresse courriel des répondants étaient visibles du grand public. Outil à troll? Les questions et les choix de réponse ajoutés n'ont fait que polariser le dossier et la consultation est devenue un outil de troll, estime Nicolas Marcotte. La mobilité ne devrait pas être un enjeu de polarisation ou de popularité. C'est un enjeu de sécurité publique, dit-il. Pourquoi évoquer l'idée d'enlever complètement les pistes cyclables l'hiver? Ça mettrait plusieurs personnes dans une situation très précaire. Du côté de Vélo-Québec, on qualifie l'exercice de désolant. On ne demanderait jamais quelles sont les bibliothèques ou les services publics que vous voulez retirer. Et pourtant, c'est ça qu'on a fait dans cette version 2 du sondage, souligne Magali Bebron, directrice des programmes chez Vélo-Québec. On est là pour faire un plan vélo, mais on ouvre grand la porte à toutes les personnes qui, pour des raisons de perte de stationnement ou d'intérêt individuel, viennent contrebalancer une vision du bien commun. Selon elle, la confusion autour du questionnaire remet en question la valeur de l'exercice. Les réponses devront être traitées avec une grande prudence, dit-elle. Faire une consultation qui propose essentiellement de retourner en arrière, j'avoue qu'on a rarement vu ça. J'espère
qu'ils auront l'humilité de reconnaître que l'exercice est raté. Au moment où ces lignes étaient écrites, la Ville de Montréal n'avait pas répondu aux questions du devoir. Elle avait indiqué à Radio-Canada que la modification du questionnaire visait à recueillir des informations plus complètes sur les habitudes de déplacement, les besoins et les perceptions des personnes qui utilisent le réseau cyclable. Le conseiller de Projet Montréal, Christopher McCray, se demande si, après ce cafouillage, il ne vaudrait pas mieux confier le mandat à l'Office de consultation publique de Montréal. C'est assez problématique de voir que, pour un document aussi important, on fait une démarche aussi peu sérieuse et aussi peu rigoureuse. C'était Bisbille autour d'une consultation sur la place du Vélo à Montréal, un texte de Jeanne Corriveau, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir. Magasiner le prix de ces médicaments d'ordonnance. Un texte de Sophie Stival, paru le 7 juin 2026 dans Bel Âge. Les finances personnelles et les questions juridiques sont parfois un vrai casse-tête. Des experts démêlent le vrai du faux. Ça passe, mais pas pour tout le monde. Si vous bénéficiez de l'assurance médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, les prix sont uniformisés et identiques à travers la province. Si vous avez une assurance collective privée, les prix peuvent varier d'une pharmacie à l'autre. La différence entre le prix coûtant du médicament et le montant que vous payez sera essentiellement liée aux honoraires professionnels du pharmacien. Dans le cas de la RAMQ, ces honoraires sont réglementés et plafonnés par le gouvernement. Le projet de loi 67 vise à modifier le mode de rémunération des pharmaciens en encadrant davantage les honoraires pouvant être facturés aux assureurs privés. De son côté, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires négocie depuis plusieurs mois afin de mettre en place des règles de rémunération qui tiennent compte de leurs nouvelles responsabilités professionnelles. C'était « Magasiner le prix de ces médicaments d'ordonnance », un texte de Sophie Stival, paru le 7 juin 2026 dans Bel Âge.